bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Nous sommes le mercredi 28 février, il fait extrêmement moche, on est en fin de journée et du coup il fait presque nuit, donc c'est pour ça que j'ai allumé la lumière histoire que vous ayez quand même une meilleure luminosité, mais bon on verra. Je viens vous parler lecture bien sûr, je viens de commencer un nouveau roman papier et ce n'est autre que La fille de l'ogre de Catherine Bardon que vous aviez sélectionné à la fois sur Instagram et sur YouTube, presque à l'unanimité j'ai envie de dire. J'en suis vraiment pas loin, je vous montre mais c'est ridicule, j'en suis page 17 donc je peux pas vous dire grand chose de l'histoire, hein. Je vais attendre de rentrer un peu plus dans le vif du sujet avant de vous faire un résumé complet. Je peux quand même vous dire qu'il s'agit d'une biographie romancée de Flor de Oro, qui est la fille de Rafael Trujillo, un des plus grands dictateurs du XXe siècle et dictateur en République dominicaine, exactement. Donc voilà ce que je peux vous en dire, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Sur la lecture audio, je suis en pleine écoute du roman de Henrique Engel qui s'appelle Les femmes du dispensaire. J'ai eu la surprise d'apprendre en début de semaine que c'était un premier tome d'une saga. Je ne savais pas du tout. Je pensais que c'était un one-shot et voilà. Mais en fait non, c'est une saga. Donc bon écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Donc on est sur un roman policier historique. Là encore ça a été un peu une surprise, je m'attendais à un roman historique mais en fait on est plus sur du roman policier historique. Et dans ce roman on se retrouve à Hambourg, plus précisément au niveau du port d'Hambourg, hein, puisque toute l'histoire et toute l'intrigue se passe au niveau de ce port. Et on fait la connaissance de trois personnages. On fait d'abord la connaissance de Anne Fitzpatrick. Oui, c'est ça, Anne Fitzpatrick, qui est médecin. C'est une femme médecin qui est de la haute bourgeoisie anglaise et qui en fait a fui l'Angleterre pour s'installer au niveau de Hambourg. Et elle, on va dire qu'elle dédie un petit peu son temps aux femmes dans le besoin. Et elle manage notamment une maison, enfin un dispensaire quoi, hein, soyons clairs. Donc c'est une maison où les femmes démunies peuvent trouver de la nourriture, peuvent avoir accès à des soins, peuvent avoir accès à l'éducation, voilà. En gros c'est un petit peu tout ça. Et donc Anne Fitzpatrick c'est vraiment sa passion en fait, hein. Elle se dédie complètement à ces femmes, elle se donne corps et âme pour ces femmes-là. En parallèle de ça, on rencontre Hélène Courtius, qui est la fille d'un pasteur du coup, qui est issu d'une bonne famille, hein, qui est un pasteur qui est qui a très bonne réputation, et très bonne réputation, mais qui est quand même très stricte dans sa façon de voir les choses. Pour lui, une femme doit apprendre à faire la cuisine et bien tenir son foyer, et c'est tout, hein, clairement. Sauf que Hélène ne l'entend pas de cette oreille-là, elle a 20 ans, elle veut s'émanciper, et du coup, elle va faire des choix de vie qui sont un peu à l'opposé de ceux de son père. Et donc c'est un petit peu toute l'émancipation d'Hélène qu'on suit en parallèle de la vie de Anne. Et le troisième personnage que l'on rencontre, c'est Berthold Reitz, qui est un inspecteur de police, donc qui travaille à Hambourg et à qui on va confier la délicate affaire de cadavres de femmes retrouvés sur le port d'Hambourg, de cadavres de femmes retrouvés un peu éventrés, et du coup il va devoir faire la lumière sur l'affaire. Bien évidemment, les trois personnages vont se rejoindre, les histoires vont s'entremêler. Pour le moment, j'ai un peu du mal à voir encore ce que la relation entre Anne Fitzpatrick, la médecin, et Hélène Courtius va apporter au roman et à la saga. Mais bon, j'attends de voir. Autant je vois bien la relation entre Anne Fitzpatrick et le lieutenant de police, puisque bah, vraiment ils sont amenés à collaborer ensemble. Mais par contre, c'est vrai que les deux femmes, j'ai un peu du mal à voir où est-ce qu'on veut en venir. Mais bon, j'attends d'en savoir un petit peu plus. J'en suis à peu près à la moitié, un peu plus de la moitié, il me reste 3 heures d'écoute. Il me reste plus grand chose. C'est intéressant, mais je ne retourne pas à ma lecture audio avec beaucoup d'entrain, parce que c'est lent, il y a pas mal de longueur.
Et je trouve ça un peu dommage. Donc attendons de voir, je viendrai vous redonner bien sûr un avis plus complet, plus détaillé lorsque j'aurai terminé ma lecture audio. Mais je suis quand même contente de découvrir ce roman parce qu'il me faisait vraiment de l'œil depuis sa sortie, donc voilà, ce sera chose faite, je l'aurai lu. En plus de ça, je voulais vous présenter les deux petits nouveaux qui ont rejoint ma palle et ma bibliothèque, puisque j'ai craqué pour 2 romans édités dans la même maison d'édition. Et cette maison d'édition, ce n'est autre que la maison d'édition Faubourg Marigny. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une maison d'édition assez récente. Et Faubourg Marigny, ils sont spécialisés dans l'édition de romans plutôt étrangers et de romans on va dire à tendance un peu historique quand même, hein. On est plutôt sur des romans historiques. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire un roman édité chez Faubourg Marigny. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. J'en ai un dans ma palle qui est Le Chant de la Vengeance, que je n'ai toujours pas lu. Mais je ne pense pas avoir encore eu l'occasion de lire un roman édité chez eux. Et pourtant, leur ligne éditoriale me tente, mais alors énormément. C'est complètement ma came, hein, donc ça peut que me plaire, je pense. Et donc c'est pour ça que je suis contente d'avoir craqué pour ces 2 romans. Ce sont des achats raisonnés, mais achats de ma part quand même, qui n'étaient absolument pas nécessaires, hein, il faut le dire. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Donc voilà. Le premier que j'ai acheté, c'est leur dernière parution, je crois. C'est La fille de l'illusionniste de Amita Parikh. J'adore la couverture, je la trouve très très belle. Je sais pas si vous voyez et si vous reconnaissez un peu la tranche ici. Du coup, Faubourg Marigny, tous leurs romans sont édités de cette façon-là, donc ils sont assez reconnaissables, je trouve. Donc, La fille de l'illusionniste, comme vous le voyez, on est sur une jolie brique. Je vous lis la 4e de couverture. 1938, Lena Papadopoulos, 9 ans, n'a jamais tout à fait trouvé sa place dans le cirque du monde des merveilles, même en tant que fille de l'extraordinaire illusionniste tête d'affiche Théo. Brillante et curieuse, Lena aspire à la magie du monde réel, de la science et de la médecine, malgré les limites de son fauteuil roulant. Sa vie non conventionnelle va prendre une tournure passionnante lorsqu'elle sauve Alexandre, un orphelin juif, avec ses propres secrets et un passé mystérieux. Mais en dehors des merveilleuses lumières du cirque, la noirceur du nazisme est en train d'étreindre l'Europe. La guerre va bousculer le monde de Lena et lui prendre tout ce qu'elle chérit le plus. Forcée de faire son propre chemin, Lena doit affronter ses doutes et oser croire en l'impossible elle-même. Voilà, bon, autant vous dire que ça me tente beaucoup. On est sur un roman qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que j'aime beaucoup les romans qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer, mais je suis très très curieuse d'en savoir un petit peu plus sur ce roman. Deuxième roman que j'ai acheté, qui est une parution, alors qui est un petit peu moins récente, mais qui quand même, globalement, je crois, date de l'année dernière, hein, donc on n'est pas sur quelque chose de très vieux. Oui, 2023, c'est bien ça. Et on est encore sur un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, sans trop de surprises. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment par Doris, donc du coup je suis bien contente d'avoir craqué. On est donc sur La fille à la robe rayée de Ellie Midwood, que vous pouvez voir ici. Alors je suis un peu moins fan de la couverture, mais bon quand même, comme vous pouvez le voir, la couverture, enfin la tranche en tout cas, est très reconnaissable encore une fois. Je vous lis également la 4e de couverture. Allemagne 1947, les tribunaux de dénazification ont commencé à traiter les premiers procès. Un dossier particulier retient l'attention du docteur Hoffman, un psychiatre américain actuellement en poste en Allemagne. Un ancien gardien d'Auschwitz, Franz Dahler, doit comparaître devant le tribunal et a appelé un témoin inattendu pour sa défense, l'une de ses anciennes détenues et épouse actuelle, Elena. Silencieuse et dépendante de son mari, Elena semble être une victime classique d'abus. Mais alors qu'elle commence à témoigner, le docteur Hoffman est de plus en plus perplexe. Dahler, le criminel, est présenté par sa femme comme son sauveur, celui qui l'a empêché d'être envoyé à la chambre à gaz. A contrario, l'accusateur de Dahler, un ancien détenu d'Auschwitz, Andrzej Nowak, devient presque coupable d'avoir intenté le procès en cours. Alors que le couple fait front pour obtenir la libération de Franz, le docteur Hoffman va être confronté à une question à laquelle il ne semble pas y avoir de bonne réponse.
Vaut-il mieux condamner Franz Dahler pour ses crimes de guerre, entraînant avec lui Elena dans la tourmente, ou le laisser repartir libre pour sauver la jeune femme qui ne paraît pas pouvoir vivre sans son mari? Basé sur une histoire vraie, ce roman profondément psychologique et obsédant vous ramènera au cœur d'Auschwitz et de l'Allemagne de l'après-guerre et vous fera vous interroger sur le véritable mobile de chaque camp. Voilà. Franchement, ça me tente beaucoup, là, le petit côté psychologique, ça me tente vraiment aussi. Donc voilà, bon, en plus en ce moment j'ai très très envie de lire des romans historiques, je suis à fond dedans là, donc roman historique, thriller, c'est un peu les deux grosses envies que j'ai pour les semaines à venir, donc ça tombe bien. Je ne sais pas si je vais... Je sais pas lequel je vais lire en premier. Ah, celui-là me tente bien quand même. Je sais pas. Bref, dites-moi si vous les avez lus, dites-moi si vous les avez appréciés et dites-moi s'il faut que je les lise de toute urgence ou si ça peut attendre un peu. Sur ce, je vous abandonne ici, je vais chercher mon fils et après je file chez mon père, enfin bref, vous vous en fichez. Je vous reprends un petit peu plus tard et puis voilà. Bienvenue dans mon quotidien de juriste en télétravail. Voilà. C'est très sympa, hein, le télétravail, mais parfois on a des petits compagnons là. Voilà, donc elle va se planquer derrière l'ordinateur. Hop, et voilà. On est vendredi soir, je vous prends très rapidement en vidéo pour vous parler un peu de mes lectures en cours de la semaine, parce que j'ai fait un peu n'importe quoi, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous dire. Du coup, je vous avais peut-être dit, je ne sais plus si je vous en avais parlé ou pas, mais j'ai commencé La fille de l'ogre de Catherine Bardon en lecture commune avec Stéphanie. Donc je ne suis pas très très loin, hein, puisque finalement cette semaine j'ai pas beaucoup lu, j'en suis à la page 56, donc j'avance un peu comme un escargot. Et finalement j'ai fait n'importe quoi parce que ce matin j'ai été prise d'une insomnie assez fulgurante. Et du coup, je n'ai absolument pas pu me rendormir. Donc à 5h du mat, je voulais prendre un livre, je voulais pas allumer la lumière ni rien. Donc j'ai pris un livre que j'avais sur ma liseuse. Et donc c'est La déraison de Agnès Martin-Lugan, que je ne connais pas. C'est vraiment le premier roman que je lis de l'autrice. Donc je suis assez curieuse, j'avoue. J'ai lu 26%, donc j'ai quand même pas mal lu, hein. Merci les insomnies. J'ai pas mal lu, donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je trouve que l'histoire... Enfin, on rentre très facilement dans l'histoire et je pense que ça va être une histoire très touchante. Donc on va voir ce que ça va donner. Côté lecture audio, écoutez, j'en suis toujours au même point, c'est-à-dire que je suis toujours dans Les Femmes du Dispensaire. Un jour, il faudra que je pense à le terminer quand même, ce serait bien. Mais c'est vrai que j'ai pas trop avancé cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais vous laisser là parce que ce soir on a un anniversaire et vraiment je suis vraiment pas en avance du tout. Donc là il faut que je me bouge un peu, mais je viendrai bien évidemment vous reparler plus tard de ces lectures. On est mardi matin, je vous prends en vidéo juste avant de me mettre à travailler, je suis en télétravail juste ce matin et après j'enchaîne avec une semaine de présence au bureau. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais de venir clore ce carnet de lecture. J'ai pris mon thé avec moi et je viens vous parler de mes lectures terminées puisque j'ai enfin terminé des lectures. J'ai donc terminé 2 livres, j'ai terminé Les Femmes du Dispensaire de Henrique Engel dont je vous parlais en début de vidéo. Il s'agit de ma lecture audio. Et j'ai terminé également La déraison de Agnès Martin-Lugan que j'ai pris sur liseuse, donc sur ma Kobo. Et bah écoutez, je l'ai commencé un peu sur un coup de tête et je l'ai terminé plus ou moins dans la foulée, donc je vais pouvoir venir vous en parler. Alors, commençons avec Les Femmes du Dispensaire. Je vous en ai déjà pas mal parlé au début de la vidéo, donc je vais pas trop reparler de l'histoire. Sachez que, c'est important de le savoir, c'est un premier tome de saga. On est sur une saga qui pour le moment comporte 4 tomes. Les 4 tomes sont écrits en allemand et il n'y a que ce premier tome qui est traduit en français pour le moment.
Et donc, durant toute cette saga, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, normalement, on retrouve le trio d'enquêteurs que l'on a dans cette première enquête. Donc ça va être, voilà, à chaque fois, le trio d'enquêteurs qui résout des crimes et des meurtres, et voilà. C'est une lecture qui avait tout pour me plaire. On est sur un roman historique avec une enquête policière qui parle notamment de l'émancipation des femmes. Donc honnêtement, ça avait vraiment tout pour me plaire, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On est plutôt sur une lecture en demi-teinte pour les femmes du dispensaire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de longueur à mon sens. Même si l'autrice décrit parfaitement l'Allemagne des années 1910, même si l'ambiance du port d'Hambourg est extrêmement bien retranscrite, on sent que ça fourmille, on sent qu'il y a beaucoup d'activités, on sent qu'il y a aussi beaucoup de pauvreté, et ça c'est extrêmement bien mis en avant par l'autrice. On a également l'émancipation des femmes que l'on voit, enfin qui prend beaucoup de place, notamment avec le fait de mettre en avant des personnages féminins. Et pas que, il y a pas mal de choses qui font penser à l'émancipation des femmes, l'émancipation et l'ouverture, l'émancipation des mœurs, l'ouverture d'esprit, tout ça. Je peux pas trop vous en dire parce que je veux pas non plus vous spoiler, mais c'est vrai que ce côté-là est vraiment intéressant et bien traité dans ce livre. Autre chose qui m'a bien plu, c'est les premiers pas des enquêtes policières, de la police criminelle, même si à mon sens il y a quand même quelques de petites choses qui m'ont chagrinée. La chose principale qui m'a chagrinée, surtout au début du roman, parce qu'après on en parle moins, dans le roman l'autrice fait référence au tueur en série, donc elle nomme véritablement le tueur comme un tueur en série, sauf erreur de ma part, bien sûr. Il me semble que c'est un terme qui a été inventé dans les années 1960, donc beaucoup plus tard que dans les années 1910 en Allemagne, même si bien sûr les tueurs en série existaient déjà, mais le terme en lui-même n'a pas été inventé aussitôt, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage en tout cas d'utiliser le terme tueur en série dans cette traduction. Je ne sais pas si c'est le terme qui est utilisé en allemand, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Bref, sinon, donc voilà, on est quand même sur des éléments très positifs que j'ai beaucoup aimés, mais malgré tout, comme je vous disais, il y a des longueurs, il y a beaucoup de longueurs. La première partie du roman, finalement, il se passe pas grand-chose, on est vraiment sur quelque chose qui peine un peu à démarrer, et parfois c'est un peu long. Donc c'est un peu en demi-teinte pour moi, en sachant en plus que je n'ai pas trop adhéré aux personnages que j'ai trouvés extrêmement lisses, notamment les personnages féminins. Donc bon, vous allez dire c'est peut-être un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit avant. Oui et non, parce que le sujet de l'émancipation des femmes est extrêmement bien traité, mais les personnages féminins principaux m'ont un peu laissé de marbre, clairement. Particulièrement le personnage d'Hélène Courtius qui pour moi n'apporte rien au récit. J'ai pas du tout adhéré au personnage. Je trouve que c'est une petite minette de 20 ans qui a toujours tout eu dans sa vie, qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche et qui du coup se permet très facilement de juger les gens. Elle est assez hautaine en fait, j'ai trouvé, et malgré le fait qu'elle dise à tout va qu'elle veut aider les femmes, aider les plus démunis, machin, en réalité ça reste quand même une petite minette qui est bien née et qui le fait bien savoir. Donc bon, j'ai eu un peu de difficulté à m'attacher à elle. Le personnage de Anne Fitzpatrick, qui est le médecin, est intéressant, mais c'est pareil, on n'est pas sur un personnage d'un charisme incroyable. Donc, bon, voilà. Le personnage que j'ai trouvé plus intéressant, bizarrement, c'est le personnage, c'est l'inspecteur de police, Bertold Reitz, qui est plutôt intéressant, qui a pas mal de démons, qui traîne pas mal de casseroles derrière lui. Et donc ce personnage-là est plutôt intéressant, mais ça ne relève pas non plus les autres personnages. En plus de ça, j'ai trouvé qu'il y avait quelques incohérences au niveau du récit, au niveau de la relation des personnages. Enfin, il y a notamment une petite chose qui m'a particulièrement questionnée.
Mais je ne vais pas vous le dire parce que c'est pareil, je voudrais pas spoiler le roman pour ceux ou celles qui auraient envie de le lire, donc je ne vais pas plus loin. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait certaines incohérences et ça rendait parfois le récit assez peu crédible. Et bon, c'est un peu dommage. Donc ça reste quand même une bonne lecture, moi j'ai quand même passé un bon moment en écoutant ce roman, je suis allée au bout donc faut pas exagérer, ça reste quand même une bonne lecture. Mais c'est vrai que les longueurs ont un peu eu raison de moi et je pense qu'on aurait pu écourter un peu le récit pour le rendre un petit peu plus dynamique. N'hésitez pas à me dire si c'est une lecture que vous avez, qui vous fait envie et si vous avez déjà découvert cette saga. Voilà, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui lisent en allemand et qui connaissent très bien cette saga, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Autre roman que j'ai lu... Oula, voilà, j'en étais sûre. Excusez-moi. Donc, voilà. Je disais, autre roman que j'ai lu, il s'agit de La déraison d'Agnès Martin-Lugan. Ce n'était absolument pas prévu, puisque j'avais vraiment pas envisagé de lire ce roman-là à ce moment-là, mais j'ai eu une insomnie, enfin en ce moment j'ai eu quelques insomnies, et du coup, quand j'ai des insomnies, je prends ma liseuse qui est à proximité. Et donc j'avais ce roman sur ma liseuse, je voulais quelque chose de court, et il s'avère que La déraison d'Agnès Martin-Lugan est assez court comme roman. C'est d'ailleurs bon à savoir si vous n'aimez pas les grosses briques, ça peut vous intéresser. Donc dans ce roman qui est un roman plutôt tranche de vie, on fait la connaissance d'une femme, Madeleine, d'une quarantaine d'années qui est clairement mourante, hein, on ne peut pas dire autre chose que ça, elle est très proche de la mort. C'est une femme qui a une fille, Lisa, de 17-18 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, et en fait, elle a monté une agence de voyage avec son ex-mari, et donc là, elle est sur les derniers jours de sa vie. Et en parallèle, on découvre Joshua, qui est un homme pour lequel la vie est très 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 difficile. C'est un pianiste, j'allais dire violoniste, mais non pas du tout, c'est un pianiste reconnu. Et le souci, c'est qu'il a vraiment des grosses difficultés à vivre, il est en dépression constante. Et voilà, et donc c'est vraiment la vie de ces deux personnages que l'on a en parallèle. À un moment donné, bien évidemment, les deux histoires vont se croiser, mais je vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Il me semble que la 4e de couverture n'en dit pas plus. On est sur un roman très poignant, très émouvant et extrêmement beau. Vraiment, moi, j'ai terminé le livre en larmes. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. C'est extrêmement émouvant, vraiment. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez-vous embarquer par cette histoire un peu hors du commun. C'est une histoire vraiment très belle et extrêmement bien mise en avant par la plume de l'autrice. J'ai beaucoup apprécié la plume de Agnès Martin-Lugan. Je ne m'attendais pas à grand chose, mais on est sur quelque chose d'assez poétique, d'assez beau, d'assez délicat. Et ça vaut vraiment le coup. Donc, tentez-le. Après, je préfère vous prévenir, bon, vous l'avez compris par rapport à ce que je vous ai dit au niveau du résumé du roman, on est sur quelque chose qui est quand même difficile à lire puisqu'on est sur une histoire tranche de vie qui est vraiment bouleversante, ça serre vraiment le cœur, on est sur des sujets qui sont pas faciles, on parle de la mort, on parle du deuil, et ça dans tout le livre. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de très plaisant à lire, on n'est pas sur quelque chose de très drôle, on n'est pas sur quelque chose de très joyeux, donc ne vous attendez pas à autre chose en débutant la lecture. Ça n'empêche que vraiment c'est très beau, c'est très bien fait. Et ça ne m'a donné envie que d'une seule chose, découvrir le reste des romans de l'autrice. Et c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce carnet de lecture. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'ici. J'espère que vous aurez découvert de nouvelles lectures, que je vous aurai donné envie de lire certains livres. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures pour le reste de la semaine et un très bon week-end à venir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!